Bonjour, bienvenue dans le troisième module de cette formation vidéo sur la communication de crise. Nous allons maintenant parler de la manière avec laquelle vous allez gérer une situation de crise. Car évidemment, ce que vous craignez est arrivé, la crise éclate. Elle est là, elle est bien là, c'est une déflagration et il ne fait aucun doute que vous devez vous mobiliser. La bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes préparé en suivant les conseils que je vous ai donnés dans la précédente vidéo. Mais maintenant, il faut aller au charbon, gérer le problème. Quel est l'enjeu? Il s'agit de préserver ou retrouver, si vous l'avez perdu, la confiance de vos audiences, de vos clients. C'est un objectif fondamental et central dans la communication. Pour que les choses soient plus concrètes et les plus concrètes possibles, je vous ai préparé une méthodologie d'intervention en 8 étapes clés à suivre pas à pas. Alors c'est parti. La crise éclate, l'une des crises que nous avons évoquées dans la première vidéo de cette formation. La toute première chose à faire est de caractériser la crise et surtout de déterminer si elle est réelle, si elle repose sur un fait avéré, un problème caractérisé, quelque chose qui s'est vraiment passé, une attitude vraiment inappropriée, un propos qui a été vraiment tenu, un vrai défaut dans un produit, etc., etc. Car parfois, on se mobilise pour rien, une rumeur. Se poser d'abord la question de la réalité de la crise est indispensable. Si vous avez des éléments pour conclure que rien de ce qui vous est reproché n'est réel, alors vous devez apporter immédiatement des éléments factuels qui le prouvent, de sorte d'éteindre la crise avant qu'elle ne se répande. Vous devez la tuer dans l'œuf, comme on dit. Mais n'attendez pas trop longtemps. Vous n'avez que quelques heures pour agir, car si vous laissez le truc se répandre, une crise irréelle deviendra réelle en stimulant le biais cognitif de vos audiences. Si au contraire, l'élément déclencheur de la crise est bien réel, vous devez alors passer à l'étape suivante. La deuxième étape dans la gestion d'une crise est sans doute la plus fondamentale aussi du point de vue de l'image, et je vous rappelle que là, on part désormais du principe que la crise est bien réelle. Je la résumerai par une expression anglaise, show you care. Show you care, ça veut dire à la fois que ça vous touche, que vous vous en préoccupez et que vous allez gérer. Ici, il ne s'agit pas de présenter des excuses ou quoi que ce soit de définitif, mais tout simplement d'envoyer au public un tout premier message empathique dans lequel vous exprimez toute l'attention que vous accordez à la situation. Vous devrez faire ça très rapidement et sans attendre d'avoir tous les tenants et les aboutissants, sans attendre d'avoir réglé le problème. Le toit d'une usine s'écroule sur des ouvriers, partagez immédiatement votre émotion avant même de savoir ce qui s'est passé. Si vous ne le faites pas, tout de suite, on vous tiendra rigueur très longtemps de cette absence de commentaires. Croyez-moi et figurez-vous que c'est l'une des erreurs les plus fréquemment commises par les organisations. Elles attendent d'avoir tous les éléments de réponse pour communiquer. Parfois, ça prend des jours, des semaines. Et ce laps de temps, ce silence assourdissant, est insupportable pour celles et ceux qui aimeraient au moins être convaincus que les dirigeants de l'organisation ont été touchés par ce qui vient de se passer. La troisième étape consiste à aller à la source de l'information. Lorsqu'une crise survient, il y a presque toujours une première personne, un blogueur, un influenceur, un témoin de la scène, un collectif sur les réseaux sociaux ou un premier média qui en a parlé, un endroit d'où le truc est parti et qui est à l'origine du caractère viral de l'information. Là, il est essentiel de pouvoir remonter le flux d'informations et identifier là où les sources et, comme vous avez mis en place une veille attentive lors des phases de préparation, vous n'aurez aucune difficulté à le faire rapidement. Pourquoi est-ce si important? Parce que depuis que la crise a éclaté, une partie non négligeable de l'attention du public s'est focalisée sur cette source. Les conversations partent de là et vous devez surveiller ce qu'il s'y passe, comment les choses évoluent, quels sont les commentaires. Selon le principe immuable qu'il faut toujours être présent là où les conversations sont les plus actives, vous devrez intervenir au niveau de cette source. C'est une technique qui a montré son efficacité à de très nombreuses reprises, notamment au début du phénomène des blogs, où il était bien évidemment plus efficace d'intervenir dans le fil de commentaires d'une note de blog lorsqu'on était mis en cause, que d'intervenir sur son propre blog, sur son propre espace. La quatrième étape est là aussi fondamentale. Elle devra vous inspirer tout au long du processus de gestion de la crise. Donnez des rendez-vous. La gestion du temps est essentielle à ce niveau et vous devez absolument maîtriser l'agenda pour éviter de vous retrouver malmené à un rythme sauvage.
Ne dites pas « je reviendrai vers vous lorsque nous en saurons plus sur l'évolution de la situation », mais « je ferai un nouveau point demain matin à 8h30 précise pour vous tenir informé de l'évolution de la situation ». La différence peut vous paraître infime, minime, elle est en réalité énorme. En communiquant sur une date et un horaire précis, non seulement vous montrez que vous êtes en maîtrise, mais vous mettez l'audience dans une situation beaucoup plus paisible. Vivre une situation compliquée sans savoir quand on aura des infos génère de l'angoisse. Vivre cette même situation en ayant un rendez-vous précis génère de l'attente, et c'est très différent. C'est beaucoup plus supportable. Et même si vous n'avez pas avancé, soyez ponctuel au rendez-vous et le cas échéant, fixez-en un nouveau. Cinquième étape de la gestion de crise, créez un point d'information en ligne dont vous êtes propriétaire, que vous maîtrisez et que vous allez utiliser pour informer le public sur la crise en question. Et là, je voudrais vous donner un conseil important. Ne vous contentez pas de la newsroom de votre site corporate, faites-le sur un espace dédié à la crise et avec une URL bien explicite. Par exemple, le nom de votre société / le nom de la crise. Pourquoi ça? Pour deux raisons. D'abord pour gérer un espace dédié à ce qui se passe, ce qui renforcera l'impression que vous êtes vraiment sur le dossier. Ensuite, pour ne pas polluer votre site corporate avec cette crise. Car une fois que celle-ci sera terminée, n'oubliez pas que les moteurs de recherche ont de la mémoire. Je parie que vous n'apprécierez pas que 5 ou 10 ans après la crise, le nom de votre organisation soit toujours associé à cet événement malencontreux et dommageable sur le plan de votre réputation. La création d'un espace dédié avec sa propre existence en ligne aidera considérablement à faire la part des choses. Sur cet espace, vous devrez tout poser, les communiqués, les éléments de langage, les éventuelles vidéos de vos dirigeants, les liens vers d'autres sites d'information, les agendas de vos prises de parole et évidemment l'adresse des contacts au sein de votre organisation. Évidemment, il ne vous a pas échappé que les 5 étapes que nous venons de passer en revue étaient de l'ordre de l'organisation et des postures. Si je les ai mises en premier, c'est qu'elles doivent être traitées en priorité, mais il est temps maintenant, dans la 6e étape, de créer du contenu. La gestion d'une crise est très énergivore de ce point de vue-là, car la situation génère des attentes immédiates de prise de position, d'explication, voire de justification. Il faut être en situation de répondre à ces attentes en préparant et en diffusant rapidement du contenu. Grâce à la qualité de votre préparation, quelques éléments ont déjà été préparés et seront donc rapidement disponibles pour une large diffusion. Mais il ne fait aucun doute que le contenu le plus important devra être créé au regard de la situation. Ce contenu peut donc pas être préparé en avance. 4 cibles importantes pour ce contenu. Les victimes de la crise, les clients de votre organisation, l'interne et le public. Il n'y a pas d'ordre de priorité, tout doit être créé en même temps. Vous devrez expliquer aux victimes ce que vous faites pour réparer la situation. Vous devrez rassurer vos clients sur la continuité du business et sur l'impact éventuel de cette crise sur vos relations. Vous devrez massivement communiquer en interne pour que vos collaborateurs soient rassurés et aient les armes pour devenir à leur tour des ambassadeurs efficaces. Enfin, vous devrez évidemment préparer du contenu à destination du public, les journalistes, les analystes, les témoins, le grand public, pour les informer de la gestion de la situation. Encore une fois, il n'y a pas de chronologie ici, tout doit être fait en même temps. Il y a juste des variations sur le fond et la forme des prises de parole. Au cours de la 7e étape, vous allez tenter de donner de la profondeur à votre communication de crise. Alors que, pour le moment, vous avez été pris de court et que vous avez tant bien que mal géré l'urgence, il est temps de voir ce que cette crise vous a appris sur votre propre organisation. Est-ce que l'événement a mis à mal vos valeurs fondamentales? Est-ce que la crise a rendu votre communication passée obsolète et inappropriée? Est-ce qu'elle a révélé un dysfonctionnement plus profond? Est-ce qu'une erreur de management ou une mauvaise décision est responsable de ce qui arrive? La mise en perspective que vous effectuez ici est absolument essentielle, car c'est ce que vous allez devoir communiquer lorsque les choses seront rentrées dans l'ordre. Quelle que soit la crise, le public a besoin de comprendre ce que vous en avez appris. Et c'est très important pour le convaincre que les choses ne se reproduiront plus. Car autant il est acceptable de concevoir, d'accepter qu'une organisation a été victime d'un impondérable, autant il est impardonnable de ne pas prendre les mesures pour éviter qu'il se produise à nouveau.
Cette profondeur, cette hauteur de vue devrait être le cœur de votre communication lorsque la crise sera passée. Justement, parlons de l'après. Dernière phase de la communication de crise, la conclusion. La totalité des crises ont un début et une fin. Vous allez me dire que c'est une grande banalité. En réalité, beaucoup d'organisations oublient de communiquer lorsque la crise est terminée. Et c'est une grande erreur. Quand les problèmes à l'origine de la crise sont réglés, il faut le dire. Il ne faut surtout pas se satisfaire d'une résolution confidentielle ou en silence et espérer que, puisque tout est rentré dans l'ordre, il n'y aura plus de sujet. Au contraire. Si vous ne communiquez pas sur la résolution du problème, vous laissez l'audience dans l'état d'esprit précédent, en suspens, dans l'attente d'une fin heureuse. Beaucoup d'organisations n'y pensent pas, car elles en ont marre de cette crise. Et il les presse de tourner la page et de parler d'autre chose. Je les comprends sincèrement. Mais la réalité est qu'il faut communiquer pour expliquer ce qui a été fait et pour justifier l'affirmation selon laquelle la crise est bel et bien terminée. C'est un peu comme des enfants qui voient leurs parents se disputer. Tous les psys du monde vous diront que pour l'équilibre des enfants, ils ont besoin de savoir que les parents se sont réconciliés, que tout va bien. La gestion de crise, c'est la même chose. Il faut montrer à l'audience que la situation est désormais réglée. Après ça, on pourra passer à autre chose. Voilà ce que je pouvais vous conseiller pour bien gérer une situation de crise. Je sais que cela vous sera utile. Je vous propose un petit exercice pour finir. Puisque nous avons vu dans la 7e phase qu'il est essentiel d'envisager ce que la crise avait mis à mal de vos valeurs fondamentales, je vous propose de les écrire, ces valeurs, d'en faire la liste et de les classer par ordre d'importance pour votre organisation. Essayez d'en trouver 10 et en face de chacune d'entre elles, définissez les actions de communication que vous utilisez pour les affirmer au quotidien. Vous verrez, cet exercice vous sera bien utile. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment analyser les impacts de la crise et comment mesurer l'efficacité de vos actions de communication. Mais d'abord, passons à vos questions. Vous dites qu'il faut toujours, dans un premier temps, se montrer concerné par ce qui s'est passé ou par les victimes d'une crise. Show you care, dites-vous. N'y a-t-il pas un risque de sonner faux? Comment s'en prévenir? Se préoccuper des victimes d'une crise est la moindre des responsabilités, franchement. Quand on voit quelqu'un trébucher et tomber dans la rue, notre première réaction lorsque nous portons assistance est de compatir et de demander à la personne qui vient de tomber si ça va, si elle n'a pas trop mal, si elle a besoin qu'on appelle les secours. C'est une attitude naturelle, presque réflexe de la vie de tous les jours. Et il n'y a pas de raison que cela ne soit pas la même chose dans des configurations professionnelles. Si ça sonne faux, c'est qu'il y a un manque d'humanité dans l'organisation et c'est franchement préoccupant. Dans certaines grandes crises, on a vu des dirigeants, sinon mentir, au moins prendre quelques libertés avec la vérité. Qu'en pensez-vous? Peut-on mentir pour la bonne cause? Mentir est très dangereux dans la mesure où toute vérité finira tôt ou tard par éclater et le mensonge sera a posteriori considéré comme une faute grave, de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant en question. Ce qui est cependant envisageable est de ne pas tout dire, tant que les choses n'ont pas été vérifiées par exemple. Cela arrive souvent dans une crise. On n'a pas toutes les réponses aux questions légitimes du public, d'où l'importance de fixer des rendez-vous et de faire des points réguliers. Pendant la pandémie de Covid-19, le gouvernement français a mal communiqué autour des masques de protection, les jugeant inutiles dans un premier temps. Comment aurait-il pu réparer cette erreur? Qu'aurait-il dû dire? La crise du Covid est une crise inédite de par sa nature et son ampleur. Le personnel politique, tout comme le personnel scientifique d'ailleurs, est allé de découverte en découverte et les différents porte-paroles ont communiqué en fonction de ce qu'ils savaient ou pensaient savoir. Là où ils ont mal géré la com, c'est qu'ils ont été à chaque fois péremptoires et affirmatifs sur beaucoup trop de sujets. Et le port du masque fait partie de ces sujets. Ils auraient dû faire preuve de beaucoup plus d'humilité et rappeler la nature provisoire de leurs propos, en disant par exemple, dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de nos connaissances sur la pandémie. Cela aurait donné lieu à des prises de parole plus empathique et certainement beaucoup plus convaincante. Vous savez maintenant comment gérer une crise. Nous allons passer à la 4e partie.